parle beaucoup de grêle, de tornades. Alors, est-ce que ces phénomènes météo sont vraiment plus nombreux qu'avant? Est-ce qu'ils sont plus violents qu'avant en France? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose d'accueillir les spécialistes français en la matière. Je vais demander à Emmanuel Vézoec et Pierre Mailleux, les fondateurs de Kéronos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, de nous rejoindre sur scène. Allez-y, vous avez 25 minutes. Prenez un micro chacun. Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Alors, une petite introduction par rapport aux phénomènes extrêmes. C'est vrai que la question qu'on se pose tous, c'est savoir s'ils augmentent, si leur intensité est plus forte qu'avant, si vous avez éventuellement, à l'échelle du territoire, quelques variations ou tout simplement des phénomènes qui, au contraire, diminuent avec le temps. L'idée, c'est de vous présenter déjà dans un premier temps rapidement un portrait un peu historique des phénomènes extrêmes pour se rendre compte qu'ils ont déjà eu lieu. Et après, se poser la question de savoir, à partir de ces événements, finalement, est-ce qu'ils augmentent ou pas? Est-ce qu'il est pertinent de s'appuyer sur les événements ou est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un peu plus loin, peut-être dans une réanalyse de situations type et de voir si ces situations augmentent ou non avec le temps? Et vous verrez que c'est finalement la réponse la plus pertinente qu'on peut apporter par rapport à cette question qui nous intéresse tous et qui sont forcément des enjeux importants par rapport à l'évolution du climat actuel. Alors, petit rappel sur les événements météorologiques violents. On va remonter un peu le temps et on va se rendre compte qu'on a beaucoup d'informations sur ces sujets et on se rend compte que ça ne date pas d'aujourd'hui, bien au contraire. Premier exemple, sur une série record de phénomènes méditerranéens, d'épisodes méditerranéens qui sont survenus en 1907. C'est le plus gros épisode du XXe siècle connu à ce jour, avec une vingtaine, voire 25 épisodes méditerranéens entre septembre et décembre 1907, 80% concentrés dans le même secteur, et un total de précipitations sur la période qui a été localement extrêmement important. Vous voyez quelques exemples avec des lames d'eau de plus de 500 mm sur l'espace de quelques jours, répétées 4 à 5 fois de façon intense, et donc des inondations historiques qui s'étaient produites notamment dans l'Hérault, avec 100% des vignobles de plaine qui avaient été atteints par les inondations et qui avaient dû être, pour une bonne partie d'entre eux, replantés. Autre exemple, avec quelques illustrations, aussi bien dans les départements méditerranéens que ceux qui sont à proximité de la Méditerranée, avec des illustrations de dégâts. Encore d'autres dégâts pour voir à la fois l'impact du Rhône qui a fini, enfin le lait à droite qui a fini par déborder, et des crues éclairs avec des maisons éventrées. Autre exemple, 1984 cette fois, c'est cette fois-ci le plus sévère épisode venteux sous orage documenté du XXe siècle en France, dans les Vosges, avec des rafales de vent estimées proches de 250 km/h sous une macro-rafale. Vous avez ici l'illustration des dégâts les plus importants, le plus spectaculaire étant le village d'Aicle que vous voyez sur la droite et qui a été en bonne partie détruite comme si c'était un bombardement. Autre exemple de forêt rasée sur la droite, d'un autre village atteint sur la gauche. Ce phénomène a déjà plus de 40 ans. Phénomène plus ancien dont l'un d'eux est célèbre pour avoir été peut-être l'un des, éléments déclencheurs de la Révolution française, c'est le gros épisode de grêle du 13 juillet 1788 qui a balayé tout un secteur qui s'étire du Poitou-Charentes à l'Île-de-France, aux Hauts-de-France et une partie de l'actuel Benelux, avec des dégâts considérables sur les récoltes et une grogne, paysanne qui n'a cessé de s'amplifier après ce phénomène. Et un autre exemple en 1811, avec un épisode de grêle en Lorraine, des grêlons de la taille d'un poing qui ont provoqué la mort d'une trentaine de moutons dans un troupeau à cause du poids de la grêle, et c'était il y a plus de 200 ans. Deux tornades tristement célèbres pour avoir été les plus intenses en France, mais aussi parmi les plus meurtrières. La tornade de Montville en 1845, près de 200 ans, 75 morts, tornade d'intensité EF5, et là on est en Seine-Maritime. Vous avez des illustrations des filatures qui ont été rasées après le phénomène.
Autre illustration, cette fois, c'est l'épisode de tornade de 1967, à la fois dans le nord de la France, mais également en Europe, avec une quinzaine de victimes, une tornade d'intensité EF2, une tornade d'intensité EF3, une EF4, une EF5, rien que dans les Hauts-de-France, 5 ou 6 autres tornades dans le Benelux et en Allemagne. Et vous voyez ici les dégâts les plus spectaculaires, cette fois-ci dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, photo prise, pour ceux qui le connaissent bien, par Jean de Sens, qui avait déjà été à l'origine de très nombreux travaux de recherche en France au sujet des tornades. Vous avez aussi des vues de rues rasées par la tornade de Pomereuil d'intensité EF4, qui fait partie de cet outbreak. Autre vue de ce village en vue de dessus, qui est comparable à un bombardement que certains ont comparé au bombardement de 14, puisque le village avait été rasé en 14 et l'a été à nouveau en 1967. Autres illustrations de la tornade de Paluel cette fois, d'intensité EF5, dont on voit ici les dégâts les plus importants. Et vous verrez notamment sur la photo suivante, les dégâts les plus spectaculaires étant sur la droite, puisque ce que vous voyez là est une cave qui a été mise à découvert, si bien qu'en fait la photo est prise du rez-de-chaussée et c'est le sous-sol qui est réapparu puisque le plancher a été arraché par le vent. C'est ce qui a notamment motivé l'intensité EF5 pour ce cas, donc de Paluel du 24 juin 1967. Alors on s'interroge quand on voit tous ces phénomènes et on se dit, est-ce que finalement, parce qu'on en a quelques-uns ponctuellement dans le passé, ils ont finalement toujours eu lieu, de fait ils existeront toujours, et qu'il ne faut pas se poser la question de savoir s'ils sont plus nombreux qu'avant ou pas, mais ne se dit-on pas finalement qu'à partir de quelques événements, la conclusion est peut-être un peu brève, c'est-à-dire que finalement, l'événement en tant que tel étant ponctuel, par définition il ne se produit pas souvent, il est donc difficile de pouvoir établir une statistique que sur quelques événements ponctuels. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas non plus des moyens de communication qui évoluent, qui pourraient donner l'impression qu'il y en a plus qu'avant? J'ai fait un bref rappel de tous les moyens de communication qui existent depuis 3 siècles, et vous verrez que ça a évidemment beaucoup changé, et que la tendance est d'avoir de plus en plus accès à l'événement, ce qui pourrait donner l'impression que les événements augmentent au même rythme que la communication. C'est une piste, et vous verrez que la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Pour rappel, très longtemps, les phénomènes, les histoires étaient surtout le fait de la tradition orale. On avait un orage violent, on s'en souvenait quand on était petit, quand on était grands-parents, on transmettait à ses enfants des phénomènes violents, des éléments marquants, une guerre qu'on a vécue. Tout ça était donc le fait d'une perception, avec sa propre vision du phénomène, et une transmission orale qui de fait trouve ses limites parce qu'elle est très sélective. Et puis sont arrivés avec le siècle de lumière les premières conclusions scientifiques qui ont essayé de poser les bases de la rationalité sur les phénomènes, de trouver des causes scientifiques et donc de commencer à jeter les bases d'une mémoire un peu plus scientifique, un peu plus structurée sur les phénomènes. Et donc ils ont commencé à s'accélérer à mesure que la documentation s'est étoffée. Les premiers comptes rendus, je dirais, sérieux, remontent au milieu du XVIIe et les premières tornades, de fait, sont documentées à ce moment-là, 1680 pour la plus ancienne, avec une cinquantaine de pages très précises qui décrivent précisément ce qui a été vu et dont on essaie de retrouver les causes et de comprendre pourquoi les phénomènes ont eu lieu ce jour précis, en l'occurrence en Champagne. Et puis petit à petit sont arrivés les premiers journaux écrits qui forcément permettent d'accentuer, je dirais, la démocratisation des événements, puisqu'à mesure que le XIXe siècle avance, les médias écrits se multiplient, presse d'abord plutôt à l'échelle du territoire, puis plus régional, puis plus local, jusqu'à avoir des centaines de journaux différents à la fin du siècle, et autant d'événements météorologiques qui se multiplient à mesure que ces médias naissent, se développent et finissent par avoir leur notoriété. Vous avez ici l'illustration du journal de l'Empire, qui est vraiment du tout début du 19e. C'est vraiment les premiers journaux qui existent, avec une presse relativement libre, il faut rappeler le contexte, mais on commence à avoir une liberté d'expression, notamment dans les phénomènes météo, sans les attribuer à des colères divines, mais en essayant là aussi d'être le plus factuel possible. Et puis petit à petit, le siècle avance, le XXe siècle s'ouvre avec la radio, puis la télé, puis des moyens qui s'accentuent encore, où là on a vraiment une diffusion de plus en plus large des événements. J'ai pris ici l'illustration d'une carte de vigilance, mais ça peut être les journaux télé, les bulletins météo, tout ce que vous connaissez,
avec forcément une information de plus en plus régulière et de plus en plus complète sur ce sujet. Jusqu'aux réseaux sociaux, à tous les moyens de technologie moderne qui font qu'à tout moment désormais, tout peut devenir événement et potentiellement au sein d'une même journée, des dizaines de phénomènes qui peuvent se produire et qui donnent l'impression d'être de plus en plus nombreux puisque forcément on en a de plus en plus connaissance. Alors quand on voit ça, on se dit comment pouvoir conclure ? Il y a toujours eu des phénomènes dans le passé, mais la communication s'accélère et puis il y a aussi la perception humaine. Tout ce que vous êtes dans la salle, vous ne percevez pas les phénomènes de la même manière. Vous habitez au même endroit depuis 40 ans, vous avez du recul sur les choses, vous êtes capable de dire si un phénomène est exceptionnel ou pas. Vous habitez à un endroit depuis 4 ans, vous voyez un phénomène que vous n'avez jamais vu, qui est capable de dire s'il est exceptionnel ou s'il ne l'est pas, parce que vous n'avez pas de recul sur ce que vous vivez. Eh bien l'idée finalement c'est de se dire le phénomène en tant que tel ne suffit pas pour répondre à la question. Il faut prendre un peu de recul, se mettre à l'échelle de la France et se dire finalement pourquoi j'ai un orage, une tornade ou de la grêle. Eh bien ces phénomènes on les a parce qu'il y a une situation météotype. Et si on arrive à tracer l'évolution de la situation type depuis des décennies, on va être capable peut-être d'isoler des paramètres qui progressent ou qui régressent ou qui changent selon les territoires et qui peuvent apporter un début de réponse à cette impression que certains phénomènes progressent depuis un certain nombre d'années. Et c'est l'objet de tout un travail de réanalyse qu'on a effectué pour apporter la réponse la plus précise qui soit. Et c'est Emmanuel qui va vous en parler plus longuement maintenant. Donc, bonjour à tous. Donc en effet, comme le disait Pierre, l'idée c'est aussi de voir sur un plan plus chiffré ce que peuvent donner l'évolution des situations météo propices aux différents phénomènes orageux dont on vient de parler. Donc pour ça, l'idée c'est de partir de ce qu'on appelle en effet des réanalyses, c'est-à-dire c'est l'historique des conditions météorologiques, alors qui pour certaines remontent même maintenant jusqu'au début du 19e siècle. Plus on remonte, plus c'est, on va dire, des situations qui sont lissées, qui donc sont difficiles à vraiment interpréter. Donc là, pour aujourd'hui, on s'est focalisé sur la période 1950-2020. Et comme on a tendance souvent à associer l'augmentation des phénomènes extrêmes à l'augmentation des températures, j'ai commencé par vous présenter ici l'augmentation de la température vers 1500 mètres d'altitude, ce qui permet quelque part de s'abstraire un petit peu de ce qui se passe au niveau du sol, pour voir que là, la tendance est tout à fait claire, progressive et sans grande surprise. Donc à chaque fois sur les graphiques, vous avez la valeur en histogramme, c'est la valeur moyenne pour la France de chaque année, de 1950 à 2020. Donc là, c'est la température vers 1500 mètres d'altitude. La ligne bleue, c'est la moyenne sur 10 ans qui est centrale. Donc ça prend en compte les 5 années qui précèdent et les 5 années qui suivent. Et la courbe noire, c'est la moyenne sur 30 ans. Donc ça commence là en 1979 pour avoir les 30 années qui précèdent. Et donc la valeur que vous avez sur la courbe en noir en 2020, c'est la moyenne 91-2020. Bon, et donc on voit que tout est orienté à la hausse. Il y a assez peu de surprises. Par contre, on va voir que quand on regarde l'évolution des situations météo propices aux orages violents, c'est d'un élément à l'autre, ce n'est pas toujours aussi linéaire. Donc, pour ce qui concerne l'instabilité, c'est-à-dire le carburant des orages, en tant que tel, on voit qu'il augmente aussi en France, en moyenne, au fil du temps. En haut, vous avez la moyenne annuelle. On voit que la tendance est à la hausse, même si, sur des années plus anciennes, on a parfois des pics, on a des très grosses situations instables sur des années anciennes. Et sur le graphique du bas, vous avez la valeur maxi d'instabilité sur l'année entière. Bon, et donc on voit que les pics extrêmes, il y en avait aussi par le passé, mais qu'ils ont tendance aussi à augmenter un petit peu. Ce qui n'est pas une surprise, puisque parmi les éléments qui nourrissent l'instabilité, il y a évidemment la température. Donc en tant que tel, ce n'est pas une surprise de voir qu'en effet, il y a de plus en plus de carburant potentiellement en cas d'orage. Cela dit, on va voir que ça n'a pas forcément des répercussions sur tous les phénomènes. Si on regarde la grêle, donc sur le graphique du haut, vous avez, donc c'est un indicateur qui prend en compte les différents éléments qui sont nécessaires pour faire de la grêle, et on regarde comment ils évoluent au fil du temps. Donc on voit que là, la tendance, elle est globalement légèrement haussière, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que au niveau moyen, on avait déjà des pics sur des années anciennes. Donc sur la courbe bleue, on voit que parfois on a des cycles. On est plutôt sur un cycle légèrement, pratiquement déclinant.
Donc ça montre que là, il y a une variabilité, mais qui est simplement le fait que pour faire de la grêle, en effet, l'instabilité est importante, mais il faut aussi des cisaillements, c'est-à-dire des éléments de vent, une répartition spécifique de l'humidité dans l'atmosphère sur la verticale, qui, pareil, n'est pas forcément dépendante de la hausse des températures. Donc comme c'est multiparamétrique, là, on voit que c'est un peu moins évident. Et si on regarde sur le graphique du bas le nombre de jours avec grêle forte, là, on voit qu'il y a une tendance quand même à la hausse. Autrement dit, il n'y a pas forcément plus de situations propices à la grêle en France au cours des dernières décennies. Par contre, quand elles se produisent, elles ont tendance à produire des grêlons un peu plus gros. Si on regarde dans le détail, on peut voir qu'on a globalement gagné en moyenne 1 cm à 1,5 cm de taille de grêlon sur les épisodes marquants par rapport à des situations plus anciennes. Donc là, en effet, là, pour le coup, c'est lié à l'instabilité, à savoir que quand la situation se présente, comme il y a un peu plus de carburant, les grêlons vont potentiellement être plus gros. Donc pas forcément plus fréquents, mais ponctuellement plus importants. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si on regarde les régions à risque dans les années 50 à 80, enfin à 70, et entre 1991 et 2020, on voit que les régions sur lesquelles on a le plus fréquemment des situations à grêle n'ont pratiquement pas changé. C'est juste qu'elles ont augmenté un petit peu d'un cran au niveau de l'intensité, mais globalement, la carte est quasiment identique. Donc ça montre que la géographie du risque évolue très peu. Par contre, c'est un cran au-dessus en termes d'intensité. Si on regarde maintenant la capacité des orages à faire de très fortes pluies, pareil, on voit que c'est en moyenne relativement stable. Parce qu'une fois de plus, d'ailleurs on a pu le constater régulièrement au cours des dernières canicules, ce n'est pas forcément des périodes où l'atmosphère est particulièrement humide, c'est qu'on a plutôt des canicules plutôt sèches, et donc d'ailleurs qui ne sont pas toujours productrices de gros orages. On a plutôt des orages dans des situations qui sont en termes de température qui ne sont pas forcément extrêmes. Donc en termes de moyenne annuelle de quantité de précipitations possibles, c'est quelque chose qui est relativement stable sur le long terme. Néanmoins, on voit sur le graphique du haut que la tendance des dernières décennies est à la hausse. C'est la courbe bleue. Donc là, on voit que sur les dernières 20 années, on a plus régulièrement des situations propices à des très fortes pluies. Et la quantité maximale donc ça c'est le pic annuel en moyenne France sur le graphique du bas. Pareil, on voit que c'est relativement stable, il y a assez peu d'évolution, sauf sur les 20 dernières années, on a une amorce de tendance haussière. Ce qui peut peut-être en effet expliquer qu'on a eu quand même ces dernières années des épisodes pluvieux qui sortaient un petit peu de la norme. Avant-dernier élément, c'est les tornades. Donc vous avez l'indicateur tornade moyen annuel en haut. On voit sur la courbe bleue, c'est extrêmement cyclique. Donc il y a vraiment des périodes qui sont plus propices que d'autres. Là, il n'y a pas du tout d'évolution régulière comme on pouvait le voir par rapport aux températures, par exemple. Donc on voit que les deux ne sont pas corrélés. Et sur la courbe noire, on voit que la tendance est plate, voire légèrement déclinante. Et ça se remarque également sur le maxi annuel, à savoir que là, sur les dernières années, on a tendance plutôt à avoir des situations tornadiques qui sont un petit peu moins costauds que ce qu'on a pu avoir par le passé. Et d'ailleurs, on retrouve des valeurs assez élevées dans les années 60. Il y a eu 67, justement, qui a été un très très gros épisode dont parlait Pierre juste avant. Donc là, par exemple, on voit qu'en termes de tornades, en tout cas, il n'y a pas de corrélation qui apparaissent pour le moment par rapport au réchauffement climatique. Et enfin, la capacité des situations orageuses à produire des vents violents. Pareil, on voit sur la courbe bleue que c'est extrêmement cyclique. Il n'y a pas de tendance nette, c'est plutôt plat, et voire plutôt déclinant sur les dernières années. Et d'ailleurs, ça, pareil, on l'a constaté, on n'a pas eu de phénomène de très gros épisodes orageux, très venteux, à répétition ces dernières années. Ce n'est pas le fait marquant. Voilà, donc tout ça, ça permet de donner un éclairage un peu différent. Comme le disait Pierre, on a eu par le passé déjà des épisodes extrêmes, et d'ailleurs qui restent pour certains des épisodes records. On a tendance à avoir l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors qu'en fait, en matière d'orage, autant les températures augmentent régulièrement, autant les orages ont besoin de différents éléments pour être actifs et violents, que ces autres éléments ne sont pas forcément corrélés à la hausse des températures, et que donc ce qui ressort pour le moment, ce n'est pas forcément des conclusions définitives, mais en tout cas pour le moment, ce qui ressort, c'est qu'en termes de phénomènes venteux violents, tornades, rafales, en tout cas en termes de réanalyse et de vision chiffrée sur les éléments,
On ne voit pas de potentiel à la hausse sur les dernières décennies. Qu'en matière de chute de grêle, la fréquence ne semble pas beaucoup évoluer, c'est plutôt des pics d'intensité plus ponctuels qui sont supérieurs à ce qu'il y avait avant. Et en termes d'épisodes pluvieux extrêmes, c'est globalement stable, sauf de manière ponctuelle, où là, en effet, l'effet réchauffement peut jouer par un apport d'humidité supérieure, lié aussi à la capacité de la masse d'air à être plus chargée en humidité. Voilà, je crois qu'on est dans les temps. C'est bon. Donc je laisse la main. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question bonus pour Emmanuel et Pierre de Kéronos, puisque vous revenez des États-Unis. Il y a quelques jours, vous avez été chasser les orages et les tornades. Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'était la 6e ou 7e fois, je crois. Donc on va dire que c'était un cru qui était dans la moyenne de ce qu'on a pu déjà voir, qui était beaucoup moins sympathique, de notre point de vue, que l'année dernière. On avait pu voir plusieurs tornades. Là, cette année, quand on y était, il n'y a pas eu de tornades du tout. C'est même pas qu'on les a ratés, mais il y a eu juste deux, trois petits trucs tout à fait mineurs. Par contre, on a quand même vu des belles supercellules, des très belles ambiances avec des chutes de grêle. D'ailleurs, on avait mesuré les températures. On s'est retrouvé dans une zone avec un tapis de grêle qui devait faire 20 cm facile, avec du brouillard au sol. Enfin, je ne sais plus, il faisait 6 degrés. Oui, 6 degrés après l'orage. Enfin, c'était vraiment une bonne impression, surtout qu'il en faisait 25 juste avant. Ah oui. Autant en France, on passe de 30 à 18. Aux États-Unis, on passe de 25 à 6. Parfois, c'est la particularité de ce pays, c'est que c'est plus extrême qu'ici. Est-ce qu'on peut voir vos vidéos, vos photos sur le site de Kéronos ? Alors, bientôt. Oui, je pense qu'on va peut-être en mettre quelques-unes. Ouais. Oui. 2024 est évidemment déjà en ligne. 2025 le sera d'ici, je pense, une quinzaine de jours, à peu près. Okay. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous d'être venus. Je vous laisse regagner vos places. On peut les applaudir une dernière fois.